Bonjour tout le monde. Merci donc d'avoir choisi cette conférence atelier. Je suis Mathieu Herly du cabinet Colli Consult et donc l'objectif c'est de parcourir ensemble les best practices d'achat de transport international. Et voilà, j'ai la chance d'être bien accompagné par Mélanie. Mélanie, je te passe le micro. Bonjour à tous, Mélanie Pénaud. Donc, je travaille chez Lacoste depuis 1 an et je m'occupe des opérations pour le e-commerce. Donc on livre, en tout cas moi je m'occupe de la zone Europe, IMIA, et donc pour 13 pays européens. Et j'ai travaillé avec Colli Consult du coup, et Mathieu Herly l'été dernier, de juin à septembre à peu près, sur toutes les phases dont on va dérouler le contenu à l'office. Merci Mélanie. Donc voilà, l'idée c'est pour rester dans la thématique des best practices d'achat, on va dérouler avec une méthodologie, mais toujours en s'appuyant sur le business case Lacoste, même si les données industrielles sont fictives, le déroulé correspond un peu à type de prestation qu'on a lorsqu'on accompagne un client sur ce type de problématique. Donc déjà première question, quel est l'objectif d'un appel d'offres de transport? Alors bien sûr, qui dit appel d'offres dit obtention des meilleures offres possibles. On pense aux services et aux tarifs, mais c'est aussi l'occasion d'avoir une réflexion de fond sur le panel d'offres de transport qu'on propose à ses clients pour pouvoir répondre à tous les désirata des e-consommateurs en 2019 qui sont de plus en plus exigeants. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous donner une vision complète de des bonnes étapes à suivre, donc d'après le cabinet. On a déroulé ça en 3 étapes, donc avant l'appel d'offres, pendant l'appel d'offres et après l'appel d'offres. Déroulé de la méthode. Alors la première action qu'on invite nos clients à faire, c'est de dénoncer les contrats en cours à travers un courrier recommandé. Ça peut paraître un peu du formalisme, mais ça permet effectivement de mettre un petit peu la pression au prestataire en place et surtout d'éviter de se retrouver coincé à la fin d'un appel d'offres avec un prestataire qui fait valoir un préavis de départ de 3 mois et donc vous bloque dans l'implémentation d'une nouvelle offre. Donc ça c'est vraiment une bonne pratique à respecter sur les appels d'offres de transport comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Voilà, donc comme dans beaucoup de domaines, quels qu'ils soient, achat ou pas d'ailleurs, la préparation c'est la clé du succès. Donc pour un appel d'offres de transport, la préparation ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps de bien analyser ces données de transport. Donc là, ce qu'on préconise, nous, c'est assez simple, c'est tout simplement de contacter ces transporteurs et de leur demander, en général, on demande les statistiques annuelles de l'année passée ou des 12 derniers mois, et puis en parallèle, les factures, les dernières factures sur Excel. Voilà, donc 2 visions, une vision un peu hélicoptère sur une année complète, et puis du zoom envoi par envoi. Et l'idée, ça va être de réussir à synthétiser toutes ces données, parfois un petit peu complexes, mais de manière synthétique et visuelle, pour bien comprendre où on dépense son argent, où les envois sont effectués, sur quelle tranche de poids. Voilà. Et c'est aussi l'occasion d'analyser les factures en place, et ça donne l'occasion d'avoir parfois des découvertes sur le respect des tarifs qui sont appliqués. Hop. Et je passe la parole à Mélanie, justement. Donc en effet, cette phase préparatoire, donc quand on attaque un appel d'offres transport avec plusieurs pays, plusieurs transporteurs, donc on ne sait pas par quel bout commencer, donc cette idée d'analyser, de rationaliser pays par pays, transporteur par transporteur, les différentes typologies de coûts par tranche de poids, donc l'aide de Colli Consult là-dessus était clé. Enfin, moi ça faisait peu de temps aussi que j'étais chez Lacoste, donc ça m'a permis aussi d'y voir clair sur la répartition du transport chez Lacoste. Et en effet, ça permet aussi également, dès ce premier stade, d'identifier des économies à aller chercher, puisque nous, on a pu récupérer plus de 40 000 € lors de cette phase, juste en analysant les factures et en voyant que les transporteurs soit n'appliquaient pas le bon palier, parce qu'un palier a été franchi et donc la grille afférente n'était pas appliquée, ou soit dans une renégo qui avait lieu 1 an par avant de gré à gré, une grille avait été négociée mais pas mise en place, donc du coup, ça avait été une perte pendant 1 an d'une grille qui avait été dans des mails perdus. Donc c'est l'occasion aussi de remettre un petit peu tout à plat et dans une vision très simple. Merci. Donc dans ces analyses de factures, ce qui va être intéressant, bien évidemment, c'est regarder les suppléments. Vous êtes nombreux dans la salle, je pense, à acheter du transport, et vous savez qu'il y a le prix de la grille tarifaire, et puis il y a l'ensemble des suppléments qui viennent graviter autour et impactent assez lourdement les budgets. Et donc, il faut avoir une approche assez simple qui consiste tout simplement à travers
une, deux ou trois factures sur une période donnée, d'aller décomposer l'ensemble du poids de chacun de ces suppléments pour voir le nombre d'occurrences et l'importance que ça a en pourcentage sur le reste de votre budget transport. Hein, voilà. Et donc là, on voit un supplément qui domine, hein, comme assez souvent en express, le carburant. Donc, je vais en profiter pour faire une petite question dans la salle. Est-ce que quelqu'un connaît le pourcentage moyen de la surcharge carburant en express international en avril, pratiquée par les 4-5 leaders du marché? Quelqu'un a un ordre d'idée, non? Maxime, peut-être? Ouais, j'irais 12. 12. Alors, le taux moyen, hein, il est plutôt autour de 18% en avril, hein, en taux public. On a... Alors, on peut payer moins, hein, ça se négocie, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait assez souvent, mais voilà. Mais en tout cas, le taux public, si on n'a pas de négociation, c'est qu'on est... Ça va aussi entre 17, hein, c'est FedEx qui, ce mois-ci, applique la plus faible, qui est quand même élevée, d'ailleurs, hein, et ça monte jusqu'à 19,85% avec Chronopost. Hein, voilà. Et tout porte à penser que dans les mois, années à venir, on pourrait encore atteindre des seuils supérieurs. Donc voilà, donc, analyse du carburant, des suppléments, analyse aussi des tranches de poids. Et là, on va aborder une autre question pour vous. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer, et ça c'est assez classique, hein, de ce qu'on retrouve, c'est des e-commerçants qui font beaucoup d'express international. On a eu le cas avec Vestiaire Collective, avec Meligio, avec Lacoste aussi, on avait des problématiques un peu de ce type-là. C'est qu'on voit une répartition assez inégale par tranche de poids des envois internationaux. Quelqu'un a une explication dans la salle sur ce qui peut expliquer ça? Bon, je suis sûr que certains ont leur idée. Pardon, voilà. La taille du carton, exactement, hein, bravo. En fait, beaucoup des transporteurs, enfin la majorité maintenant en international, mais aussi de plus en plus en national, appliquent du poids volumétrique, ce qui veut dire que ce qui compte, c'est pas uniquement le poids réel de vos colis, mais c'est aussi leur poids volumétrique. Hein, et le poids volumétrique, il est calculé avec les dimensions du colis. Et ce qui veut dire que si on a trop rationalisé ces emballages avec 3-4 cartons de taille différente, par exemple, et ben dès qu'on va, ça ne va pas rentrer dans le carton 1, le premier carton, on va le mettre dans le carton un peu plus gros, mais ce carton-là, il peut automatiquement être facturé à 3 kg. Ce qui veut donc dire qu'avec une gamme d'emballage un peu plus profonde, avec plus de références, vous allez pouvoir éviter de passer tout de suite à un carton sensiblement trop gros, et donc d'être facturé à 3 kg alors que le colis pourrait être facturé à 2 kg. Donc là, c'est vraiment une bonne pratique simple qui peut apporter des économies à court terme, c'est de contrôler comme ça la répartition de ces poids dans ces factures et de voir des trous et de mettre des cartons qui correspondent à ces valeurs-là. Hein. Voilà. Hop, on continue. Donc justement, on reste sur cet aspect poids-volume hein, qui est assez impactant. Il y a notamment un aspect déterminant qu'on voit là. Hein. Hop, qui est Chronopost, qui progressivement en 2018 a déployé du poids volumétrique chez ses clients sur l'Express national. Donc j'imagine qu'il y en a pas mal dans la salle qui utilisent Chronopost. Et on va faire un petit sondage à main levée d'ailleurs. Qui utilise Chronopost dans son entreprise aujourd'hui? Voilà. Bon, je ne sais pas s'ils vous ont clairement annoncé ça ou pas, mais maintenant ils appliquent de la facturation en poids-volume en France. Ah, il y a encore, on peut négocier des choses, mais concrètement, ça veut quand même dire que vos colis peuvent, un colis qui fait 2 kg peut être facturé 6 kg, quoi, hein, tout simplement parce qu'il est un peu trop gros et pas assez bien rempli. Alors tout ce qu'on a pu voir là, c'est qu'il y a une réelle complexité quand même à travers les surcharges, à travers les facteurs de facturation qui peuvent être un peu différentes l'un à l'autre, des facturations de poids volumétrique. Et l'enjeu finalement, c'est que toute cette complexité, il va falloir réussir à la restituer de manière claire et simple lors d'un appel d'offres, de manière, hein, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, keep it simple, faire en sorte que vous puissiez présenter à l'ensemble des transporteurs votre profil de consommation, votre activité à travers un appel d'offres, mais que ce soit simple et exhaustif à la fois. Alors là, nous, on est confrontés, ça fait depuis 2005 maintenant que le cabinet Colis Consult accompagne l'entreprise, et ce qu'on a pu voir, c'est deux extrêmes en fait hein, dans les approches. Parfois des clients qui pensent que ça y est, ils font 800 000 euros avec UPS, et donc il suffit d'aller voir DHL et FedEx pour leur dire je fais 800 000 avec UPS, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et penser que ça suffit comme information pour obtenir les bons tarifs. Ou à l'inverse, un transporteur qui va mettre un appel d'offres un peu usine à gaz avec une multitude de documents, pas toujours très lisibles, qui va essayer de formater la façon dont les transporteurs doivent répondre de manière trop forte, et ce qui amène tout simplement des fois pas obtenir de réponse, ou pas être pris au sérieux, pas être priorisé par les transporteurs dans les choix d'appel d'offres sur lesquels ils vont réellement se battre, et voilà.
Donc l'idée, hein, il faut, pour résumer sur cette partie préparation qui est sûrement la plus déterminante pour la réussite d'un appel d'offres, il faut leur donner toute la data pour tous les transporteurs, mais qu'elle soit vraiment facile à digérer pour l'ensemble des intervenants. Alors on parle de transporteurs, là, je vais faire un slide qui va peut-être en intéresser certains, qui est une sorte de panorama des acteurs du marché qui peuvent être pertinents d'interroger. Voilà, donc on voit des expressistes, hein, les acteurs du relais, les acteurs de l'éco, voilà. Donc, et puis le groupe Géopost en position centrale qui offre plusieurs marques de transport. Voilà, donc l'idée c'est de bien déterminer en amont quels sont ceux qui peuvent avoir du sens et construire une, comme on le disait en introduction, un panel d'offres intéressantes. Donc toute cette approche, toute l'approche, les méthodes Colli Consult, hein, ça consiste donc à collecter, comme on l'a vu, toutes les informations et à réussir à construire donc un appel d'offres où on va, à travers une matrice, pouvoir présenter aux transporteurs sa trame de consommation. Donc on fait un découpage des flux par métier ou par type de destination et les transporteurs seront invités à remplir dans des cases, hein, donc là c'est la dernière colonne, les tarifs pour leur appel d'offres. Et donc ce qui est intéressant de noter, c'est que ce qu'on conseille de faire, vu qu'il y a des transporteurs qui font du poids volumétrique et d'autres qui n'en font pas, c'est d'indiquer les deux valeurs. Comme ça, ceux qui répondent en poids réel pourront indiquer leur prix en poids réel, et ceux qui facturent en poids volumétrique devront regarder la colonne poids volumétrique. Ce qui permet de comparer finalement les acteurs qui font du poids volumétrique avec d'autres qui n'en font pas. Voilà, alors là on parle beaucoup de prix, c'est déterminant mais ce n'est pas la seule chose. Bien évidemment, il y a une multitude de sujets qui doivent être abordés en parallèle de ces aspects tarifaires, qui sont liés aussi bien aux critères opérationnels, aux engagements de délai de livraison, à l'aspect relations clients, contractuel. Voilà, donc ce qu'on conseille, nous, c'est en général de résumer toutes ces questions dans un grand tableau, hein, Excel. Alors, on avait quoi, une cinquantaine, soixantaine de questions, je crois, Mélanie, hein. Ouais, en fait, l'avantage c'est qu'une fois, comme tout est consolidé dans un fichier Excel avec plusieurs onglets, on a vraiment les onglets sur les tarifs, et après des onglets en effet plus avec les aspects plus opérationnels, plus quali ou de la sécurité. Chez Lacoste, on a un cahier des charges sécurité qui est aussi assez strict, donc ça permet aussi de poser tout de suite ces questions et de voir si le transporteur rentre bien dans les cases, et puis ouais, d'aborder tout l'aspect opérationnel derrière aussi pour envisager la suite. Alors, l'étape suivante, donc, c'est de pouvoir comparer ensuite les offres qu'on va recevoir. L'idée, c'est bien évidemment de comparer ce qui est comparable et de savoir mettre en face des transporteurs qui sont comparables et d'intégrer bien les facteurs de différenciation de ces acteurs. Voilà. Là aussi, sur chaque dossier, on apprend et on fait évoluer nos méthodologies. Il y a eu une demande chez Lacoste, hein, d'un scoring bien particulier pour aider à valider des choix qui ont pu être pris auprès de la direction. Et donc avec Mélanie, on a co-construit ce tableau. Alors là, c'est la version synthétique, mais sur chaque item, on avait une multitude de points qui nous a permis de scorer tous les acteurs en place, mais aussi des prestataires shortlistés, et donc de pouvoir attribuer des notes à chaque acteur. Donc là, c'était une vision assez globale du scoring. Je ne sais pas si tu as un commentaire, Mélanie, là-dessus. Non, non, je veux juste souligner le fait qu'en effet, Colli Consult a su aussi s'adapter à nos besoins, parce que nous, en interne, on avait aussi des attentes fortes du COMEX sur une restitution. Je peux attendre un CODIR ou autre. Donc, voilà, Colli Consult a su toujours donner cette vision synthétique des économies en fonction des différents scénarios. On a pu envisager plusieurs évolutions possibles à court, moyen, long terme. Donc, du coup, voilà, en effet, on a travaillé sur ce type par exemple, de tableau. Et voilà. Ça change d'un client à un autre, mais en tout cas, ensuite s'adapte. Merci Blady. Alors, slide suivant. Voilà, toujours dans l'idée synthétique, je rebondis sur ce que disait Mélanie, c'est important d'être synthétique avec ses transporteurs lorsqu'on va leur remonter la donnée. Et puis c'est important en interne de pouvoir synthétiser finalement les situations. Donc les situations de départ, hein, qu'on voit à gauche, c'est qu'est-ce que je facture à mes clients dans le cadre d'une activité B2C, hein, bon, en B2B c'est un peu différent, mais qu'est-ce que je facture à mes clients, qu'est-ce que j'ai comme coût moyen aujourd'hui, combien d'envois il y a,
sur chaque segment, et puis quels sont les résultats de l'appel d'offres, qu'est-ce que me propose chacun des acteurs, et pouvoir ainsi, de manière un peu synthétique, avoir une vision d'ensemble des offres qui ont été obtenues, et pouvoir décider après des solutions et des complémentarités de transporteurs qui pourraient avoir du sens. Voilà. Et une fois que tout ça, ça a été mis en place, bon, il y a toute une logique d'accompagnement. Ce que nous, les conseils qu'on va donner, c'est qu'on a vu qu'il y a des anomalies de tarification qu'on détecte en amont du projet, et il y en a quasi systématiquement aussi en aval, c'est-à-dire dans les mises en place des transporteurs. C'est une chose qu'on a négociée qui n'est pas respectée, un problème sur une zone. Alors c'est toujours l'informatique qui pose des problèmes, mais toujours dans le même sens, c'est que c'est trop cher. Donc voilà, il faut prendre le temps de regarder toutes les premières factures. Une fois qu'après les choses sont entrées dans l'ordre, normalement c'est bon, mais au début, il faut vraiment regarder toutes les factures en détail et vérifier tous les aspects de tarification. Et puis bien évidemment, se mettre en place des indicateurs de suivi mensuels qui permettent de monitorer un peu la consommation avec ces acteurs. Voilà, donc là je vais passer un peu plus la parole à Mélanie qui va nous parler donc, de ce qu'on a fait avec Lacoste et des choix qu'ils ont pu faire. Donc du coup sur le retour d'expérience, nous bien sûr on a interrogé nos transporteurs qu'on avait à l'époque, donc DHL, Chronopost, Colissimo, qui sont 3 transporteurs qu'on a conservés, parce que le but c'est pas non plus de tout changer. Donc ces 3-là on les a conservés, après on a choisi, si vous voulez, j'ai pris aussi l'aspect appel d'offres de façon un peu plus globale, puisqu'on développe aussi le business marketplace avec notamment Zalando qui impose ses transporteurs. Donc pour le coup, on avait déjà Zalando en Allemagne avec un transporteur par exemple, Zalando sur la Suisse avec un autre. Donc l'idée ça a été aussi d'envisager des synergies, des mutualisations de volume avec ces transporteurs déjà en place pour le flux marketplace. Donc je ne sais pas si on dit sur la slide d'après, mais en fait du coup sur la Suisse, alors déjà on a quand même eu des économies malgré le fait que notre service achat renégociait tous les ans les contrats, on a quand même réussi à avoir autour de 4% sur nos 3 transporteurs existants de remise. Ce qui était déjà pas mal, parce que nos tarifs étaient quand même déjà assez tirés à la baisse. Et le fait d'envisager justement dans un scénario d'ouvrir à de nouveaux transporteurs sur des pays pour faire de la mutualisation, de la synergie avec les marketplaces, on a justement implémenté il y a 2 semaines maintenant à peu près, la Suisse Post sur la Suisse. Donc à l'époque on avait Chronopost, et puis en fait voilà, donc, suite à cet appel d'offres on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un enjeu d'économie important pour nous sur ce pays-là et de synergie avec Zalando Suisse. Donc ce transporteur a été implémenté, ça y est maintenant, fin mars, enfin. Et en fait après, l'idée c'est aussi de, suite à cet appel d'offres, donc là on va être sur une enveloppe d'économie autour de quand même 450 000 € par an, donc juste avec notre scope de 3 transporteurs actuels et la Suisse. Et on envisage aussi l'implémentation d'un autre nouveau transporteur sur un autre pays clé pour la Poste cette année, donc, qui va permettre également d'aller tirer encore des savings autour de entre 600 et 700 000 au global. Alors, pas en plus des 450. Donc, voilà, donc c'est quand même au final, voilà, ça permet de remettre un peu tout à plat. Et puis en effet, le fait aussi d'avoir dénoncé des contrats, ça permet de refaire des contrats après assez propres, parce qu'au final, après on s'y perd un peu dans les différents avenants qui ont eu lieu. Donc là, je suis aussi un petit peu en phase de contrat, en phase de Polyconsult surveille que les nouveaux tarifs sont bien appliqués. Donc là, sur la Suisse, ça va être la même chose. Voilà. Super. La séance des questions, je te laisse commencer. Et si vous avez des questions pour Mathieu ou moi-même, c'est avec plaisir.